Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. En ce jeudi estival et où il fait certainement chaud, qu'il pleuve ou non, nous sommes heureux de nous retrouver. Et nous nous retrouvons à un rythme un peu ralenti, le rythme des vacances, avec cette fois un invité qui est en même temps une grande figure de Radio Courtoisie, que vous connaissez bien, dont vous reconnaissez sans doute la voix, Jean-René L'Admiral. Jean-René L'Admiral va nous parler. Jean-René va nous parler de l'Admiral, si Oui, vous enfin, voulez bien je, je pense que ce raccourci. oui, alors en même temps, c'est un peu gênant de parler de soi, de s'étaler. Et si ça me paraît légitime, c'est que euh, je suis patron d'émission, c'est un des points qu'on évoquera, et les auditeurs, euh, ils suivent les émissions de telle ou telle, la mienne ou celle de l'abbé de Tanoirne, et il peut arriver qu'ils se demandent, mais qui c'est ce l'admiral? Qui c'est cet abbé de Tanoirne? Et donc, je me promets de faire une émission sur l'abbé de Tanoirne, il en est d'accord, parce que il est normal que les auditeurs veuillent savoir, apprendre quelque chose de celui qui cause dans le poste. Et nous invitons souvent donc des personnalités que nous présentons plus ou moins bien, de façon plus ou moins détaillée, mais évidemment, nous ne nous présentons pas. D'autant qu'il faudrait le faire à chaque émission, ce qui serait absurde. Et donc, je Alors trouve... cette fois-ci, une bonne fois, vous allez vous présenter aux auditeurs et je dirais en tant que professeur, puisque vous êtes essentiellement professeur de philosophie à Nanterre, ce qui est tout un poème en soi. Ah, j'étais content parce que j'enseignais la philosophie à l'université de Paradis Nanterre, Nanterre-la-Rouge, enfin c'était Rose Claire plutôt, et parallèlement j'enseignais à l'Institut catholique. Donc ça allait tout à fait dans mon esprit écuménique. Voilà. Et je dirais qu'un professeur s'efface devant sa discipline, et s'il parle, c'est souvent d'autre chose que de lui. Tandis qu'un prêtre, ne vous en déplaise, est obligé de s'engager un peu personnellement dans son propos. Il met J'étais sa vie au cœur de son discours. Alors, j'aurais été tenté de façon superficielle à dire le contraire, puisque vous êtes des hommes de Dieu, mais vous êtes des hommes de Dieu, voilà. Et alors, je reprends à mon compte ce que vous venez de dire, c'est que enseigner la philosophie, euh, ça peut être... bon, la philosophie, on croit savoir ce que c'est, et quand il s'agit de l'enseigner, il y a plusieurs perspectives. Il y a ceux qui s'enferment dans l'histoire de la philosophie. Parce qu'effectivement, pendant 25 siècles de philosophie sur 5 langues, il y a des monuments, des géants, et qui méritent qu'on s'occupe d'eux. Mais à force d'étudier Kant, Descartes, Hegel, Platon, Aristote, Malebranche. Malebranche, ou même des Anglais, même Hume ou Locke, euh, euh, on risque de perdre de vue la perspective philosophique. Et c'est ce que je critiquais en disant, enfin critiquais, À force de faire de l'historiographie voilà, philosophique, finalement. de passer de la réflexion philosophique à une philologie de la philosophie. Et puis, alors, il y a par ailleurs ceux qui s'enferment, pour qui la philosophie est une forteresse intellectuelle et qui apporte des réponses. Alors que ma position a été plutôt de voir dans la philosophie une façon d'ouvrir des fenêtres sur le monde, c'est-à-dire non pas d'apporter des réponses, mais des questions. Et c'est pour ça Oui, que, mais ça, la plupart des philosophes aujourd'hui vous tiennent un discours de ce genre. C'est pas oui, ça qui va vous amener à Radio Courtoisie, par exemple. Si non, vous êtes mais, patron d'émission à Radio Courtoisie, c'est que vous prétendez avoir quelques réponses sur un certain nombre de sujets. mais au moins des interrogations réflexives. Et vous dites tout le monde, effectivement, le propre de la philosophie, c'est d'être un esprit critique qui remet en cause les choses. Mais le côté
le côté incertitude réflexive, souvent n'apparaît pas autant qu'on pourrait croire. Et c'est pour ça qu'en réalité, je reprendrai à mon compte ce que vous disiez sur l'incarnation par une personnalité de la fonction de prêtre pour vous, et ben je dirais pour enseignant de philosophie aussi. Et souvent, je disais à mes étudiants, je vous tiens trois discours. Trois discours. Premièrement, un discours didactique, celui que mes collègues tiendraient aussi, ou mieux ou moins bien. En principe, je fais des cours sur tel auteur. Dans le meilleur des cas, le cours est bon, très bon, et d'autres pourraient le faire aussi bien. C'est le discours didactique. Et puis par ailleurs, j'ai un discours heuristique, c'est-à-dire un discours où je prétends apporter du nouveau. C'est ça qui est le propre de la recherche universitaire, c'est de prétendre apporter du nouveau à la discipline. La découverte. Voilà. Et alors c'est pour ça que j'aimais bien me risquer dans des sujets inaccoutumés, comme la traduction, la critique, l'anthropologie. Et, et puis je dis un troisième niveau, c'est un niveau existentiel, c'est-à-dire je suis une personne qui vous parle. Je me souviens d'un chercheur israélien, j'étais à un colloque, et bon, je l'aimais bien, un congrès, il fait sa conférence, il vient me voir, il me dit « Did you enjoy my paper ?» Est-ce que vous avez aimé mon papier? J'ai dit « Yes, oui », mais j'avais envie de répondre « I don't give a paper, I speak to people ». Je ne donne pas un papier, je parle à des gens. Et donc, alors je mets souvent donc, mes préférences, j'exprime, et je dis là, ça n'est ni du discours didactique, ni du discours heuristique, c'est du discours personnel. En tant qu'enseignant pendant 50 ans à Nanterre, vous pouvez vous payer le luxe de faire même plus que de l'heuristique, de faire de l'improvisation. Voilà. De l'improvisation qui parle de vous à celui qui sait vous entendre. Voilà, j'ai toujours beaucoup improvisé à partir de notes, mais même dans les congrès, je lis rarement un papier. Je prends le risque de ne pas faire exactement quelque chose de parfait, alors que quand on lit un papier, un texte, moi j'ai quelqu'un qui lit un texte, ça se fait beaucoup à la radio, même ici, et je suis gagné par la somnolence. Oui, non, c'est catastrophique. Mais beaucoup le font, avec plus ou moins de talent, on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais on voit bien au rythme, à la façon dont c'est écrit, à l'absence d'hésitation, qu'il y a la lecture d'un texte. Et certains le font de façon satisfaisante. Moi, je préfère prendre le risque d'une parole qui peut être hésitante et qui surtout se trouve, la parole improvisée peut déboucher sur des maladresses, des fautes de français, des erreurs qu'on rectifie tout de suite. Mais aussi, c'est souvent l'occasion de déboucher sur quelque chose d'inhabituel, d'inaccoutumé. De nouveau. Et souvent, je m'arrêtais et je dis excusez-moi aux étudiants et je prenais des notes. Et je disais... Prenez des notes sur votre propre discours. Oui, et je leur disais excusez-moi, mais je prends des notes parce que je trouve le cours très intéressant. Et vous? Alors évidemment, ils riaient beaucoup. Et ça, c'était effectivement l'introduction. C'est que vous êtes aussi un charmeur, il faut le dire. Ben, je voulais, un séducteur. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Si vous le dites, peut-être est-ce vrai. Mais je sais que j'avais un fan club et c'était bien à Nanterre parce que à Nanterre, nous avions la chance d'avoir un grand département avec beaucoup d'enseignants et d'étudiants. Et en somme, nous offrions à nos étudiants le choix à chaque fois sur 2 ou 3 possibilités. Et donc, ils pouvaient faire le cours de l'Admiral ou de Nebenzal ou de Zetngard ou de Leuil. Ils avaient le choix. Et en général, leur choix était souvent aléatoire ou d'après des on-dit. Viens chez un tel, c'est bien. Et puis après, ils affinaient
Là, leur vous étiez dans choix. la concurrence plutôt, alors. Oui, mais Pour une c'était... université de gauche, parce que Nanterre est Hmm. quand même bien une université de gauche, Oui, on peut est dire. étonnant. Non, parce que c'était une complémentarité aussi. Oui. Et puis alors, ça dépend des tempéraments. Et parce que, par exemple, moi j'avais très tôt je suis venu très tôt à faire un cours dans la rubrique philosophie générale, qui est le terme moderne pour remplacer métaphysique. Et en 68, les collègues, philosophie générale, je ne sais pas ce que c'est, parce que ils s'enfermaient soit dans la philosophie politique, soit dans l'étude des auteurs. C'est très bien les auteurs, évidemment, Kant, Descartes, enfin, ceux que j'ai cités, et tous les autres, Platon, Aristote. Enfin, et, mais en même temps, euh, euh, l'ambition de la philosophie, ce serait d'embrasser tout, ce qui évidemment est impossible, mais à tout le moins de se risquer à des interrogations générales, de l'ordre de philosophie générale. Et donc j'avais 2 ou 3 domaines euh, où je m'efforçais donc de traiter à partir d'un thème de réflexion plus ambitieuse. C'était soit la critique, critique et métacritique. La critique a beaucoup de sens. Ça peut être la critique philologique, la critique philosophique. Bon, et maintenant, la critique, quand on critique les idées de gauche, ça s'appelle de la haine. Si vous n'êtes pas Oui, d'accord c'est avec la... ça, oui. Et alors, la critique, un autre de mes thèmes, c'était histoire et temporalité. Parce qu'effectivement, le temps qui passe, de la jeunesse qui s'en va, de la mort qui Ça, c'est très approche. métaphysique comme Oui, thème. bah oui, oui, C'est l'histoire. Saint-Augustin, Ouais. historiquement, c'est... Et paradoxalement, j'avais un autre thème, c'était Babel et Logos. Babel et Logos, c'est-à-dire le fait que la pluralité des langues et la traduction, qui est un de mes domaines, renvoie au point de fuite d'une convergence qui est celle de la raison. Et donc Logos, la raison, Babel, la pluralité des langues, pas seulement des langues comme le français, l'allemand, le grec, le latin, mais des discours qu'on peut tenir qui peuvent être très divergents, même d'une seule langue, ou au sein d'une langue, dans le décalage diachronique, quand on lit Descartes, à la fois, ou même c'est encore plus net chez Diderot, on croit comprendre, mais on lit un autre texte, celui qui est écrit, parce que la langue a évolué et la façon, ce qu'ils mettent sous les mots, Et pourtant, les- Diderot, par exemple, c'est un écrivain très vivant. On ne voilà. peut pas dire que sa prose soit morte. Non, mais alors si vous lisez par exemple le Neveu de Rameau, qui est l'un des plus beaux Oui, textes de la littérature française, dans certains cas, vous croyez comprendre, et si vous avez l'édition Drault, comme on doit dire, ou alors une fois, dans une prépa, au programme, il y avait le Neveu de Rameau. Donc on avait cette édition où il y a, si vous voulez, un dixième du livre, ou maximum, qui est le texte, et tout le reste, ce sont des notes énormes, des et remarques, des remarques, des introductions, des glossaires, etc. Et il apparaissait que certaines phrases qui nous paraissaient limpides voulaient dire autre chose que ce que nous avions lu. Et alors, on peut réfléchir à ça au sens où, aussi, quand nous parlons aux gens, il arrive très souvent qu'on ne s'entende pas. On entend une lecture possible de ce qui est dit. Alors, il ne me vient pas à l'esprit un exemple, parce que je n'ai pas préparé ça, euh, et- mais ça veut dire que le langage, le langage, une seule langue est déjà plusieurs langues. Et alors, déjà, la Bible contient cette pluralité ah bah dans une oui, seule langue. oui, Elle bah, contient, elle est l'un des seuls textes où plusieurs versions renvoient à plusieurs langues et doivent être prises au sérieux autant les unes que les autres, étant donné la lourde histoire de la Bible. Mais il y a également le fait que, je sais pas, par exemple, vous lisez Isaïe sans connaître le Christ, bah, vous entendez un autre voilà, voilà, discours voilà. que le discours d'Isaïe aujourd'hui, qui est complètement, enfin, qui est merveilleusement d'ailleurs euh, christifié. Hmm.
Oui, et alors certains vont exprimer des Je ne sais pas si réserves. mon exemple sur la Bible vous paraît acceptable, mais Non, il me paraît tout à fait l'illustration de ce que j'avais la maladresse de ne pas illustrer par un exemple et auquel vous apportez un exemple noble s'il en fut et concret, c'est ça qui est important. Mais je parlais de Babel, bon, pour moi l'important ça a été un rapport à l'allemand. Euh, j'ai appris l'allemand en quatrième, c'est ma deuxième langue vivante au lycée. Et alors, en cinquième, vous avez quelle langue et vous vous allez... sortiez de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, Voilà, oui. Et alors, on disait, en cinquième, quelle langue vous allez prendre? Bah, on nous demande ça de les gosses. Donc, moi, j'ai dit russe. Et ma mère, qui avait très bien su l'allemand, qui avait passé l'année précédant la guerre mondiale à, à, à Trèves, ou je sais plus, enfin, dans une ville une ville rhénane, allemande. qui savait bien l'allemand, mais tu sais, moi, l'allemand, je pourrais t'aider. Puis elle disait, puis tu sais, ils viennent souvent. Voilà, ils viennent souvent, ils s'invitent. Et ma mère, par exemple, comme elle savait bien l'allemand pendant l'occupation, tout le monde avait recours à elle pour essayer quand il y avait des rapports avec le commandant de Tours. Et elle était. Alors, une fois, je raconte ça, c'est un peu rigolo, c'est pas du tout le sujet. Une de ses amies lui demande de venir et de se prêter. L'idée était que cette femme, son mari était prisonnier, elle était une excellente nageuse. Et alors elle proposait à ma mère, qui savait l'allemand, qu'elle se mette dans des cafés où il y avait des Allemands et, et, et leur proposait de se jeter à l'eau. À ce moment-là, elle sautait pour les sauver et on lui aurait proposé de répatrier son mari. Alors c'est un truc de fou qui faisait éclater de rire les Allemands, évidemment. Un soldat allemand n'était pas prêt à rentrer ce scénario, jusqu'au jour où elles ont été malmenées par des professionnels qui voyaient en elles des concurrentes, parce qu'elles étaient jolies, qu'elles abordaient les Allemands, non pas tellement pour leur proposer euh, ce que les professionnels allaient proposer, mais cette histoire à Brackendabrand, Oui. voilà. Alors je dis ça parce que c'est amusant, et bon, c'est pas tellement moi, c'est ma mère, mais ça veut dire que c'est des choses de ce qu'on appelle- euh, ce que Enfin, vous devez l'allemand à votre mère quand même. en partie, oui, en grande partie, puis un prof très bien qui, qui, qui n'allait pas vite dans le manuel et certains des parents d'élèves disaient: «Ah, mais il traîne, il traîne». Moi, je trouvais que c'était très bien parce qu'il s'assurait que ce qu'il enseignait était maîtrisé. Et il passe, donc il y a une part de redondance dans l'enseignement. Il faut s'assurer que ce qu'on fait a bien été compris, et notamment la phonétique dans une langue. Une langue, d'abord, c'est un corps. Comme chez les femmes, il y a le corps, et puis il y a l'esprit, le sens, l'âme, mais le corps est tout à fait déterminant. Et moi, je sais que la phonétique, l'allemand, moi j'ai appris l'allemand à Hambourg. J'ai appris, parce que rentré prenant l'allemand, nous avions à Voltaire un prof d'allemand euh, qui était franco-allemand. Et il souffrait de la défaite allemande. Et donc il s'appelait Peter Siegfried Villain, et il organisait les premiers voyages en Allemagne. Et donc j'ai fait les premiers Dans voyages une en Allemagne en Allemagne. ruine. Non, mais enfin, qui était Très quand marquée, même, non? oui, enfin, qui était quand même Parce que là, on est en encore dans la 50, pauvreté. Ils étaient, évidemment, la vie était chiche. 55-60, quoi, oui. Oui, c'était, voyons, moi, je suis en 42, bon, Oui, ben, alors quand même, ils s'étaient 10 déjà... ans, 10 ans, 52, 50, 54, par là, Oui. 55. Donc, c'était pas les ruines. Puis, mais ce qui était important, c'est, j'ai donc appris l'allemand à Hambourg, l'allemand du Nord, qui est un allemand, un très bon allemand, c'est-à-dire que, du point de vue phonétique. Oui. Et moi, je m'amuse à dire, je parle Oxford Dutch, je parle l'allemand d'Oxford, un allemand oxonien. Au point quand j'ai eu une amie
autrichienne qui a été une femme importante dans ma vie, qui l'est encore d'ailleurs, et ouais, autrichienne, donc sa langue c'est l'allemand. Elle avait fait des études au lycée français de Vienne, elle a épousé un Français, elle vivait en France, elle a fait des petits franco-autrichiens, mais sa langue maternelle c'était quand même l'allemand. Et souvent, elle me disait, wie sagst du auf Deutsch? Comment tu dis ça, toi, en allemand? Comme si c'était moi l'autorité La dans la référence, langue. parce que Parce que, l'Autriche, c'est pas l'allemand. si, non, c'est pas ça, c'est que mon accent était tellement pur, euh, tellement allemand, tellement, et puis élégant, que ça me créditait d'une capacité en allemand que j'avais en partie, mais pas à ce point-là. Ça me fait penser à un gars qui est passé, enfin, qui était un collègue qui a été mon collègue à Genève euh, dans le département de traduction, mais qui venait, je crois, de Toulouse et qui est retourné, qui s'intéressait un peu à la traduction, il a même fait un livre sur la question, mais ce qui l'intéressait, c'était l'arabe. Et il expliquait qu'il avait grandi au Caire, à une époque où le Caire était une métropole multiculturelle de très haut niveau culturel, et il expliquait qu'il fréquentait des personnalités importantes, puisque son père était quelqu'un d'important au niveau institutionnel, et donc il était amené à fréquenter une, une bourgeoisie de haut niveau arabe. Et donc son arabe, il expliquait qu'il y avait une maîtrise de l'arabe très forte, et il étonnait les Arabes parce que euh, la maîtrise du système vocalique de l'arabe est assez délicate. Notamment, on sait que dans la notation de l'arabe, il n'y a pas les voyelles comme dans l'hébreu. Et donc, alors, il faut avoir une connaissance fine de la réalité de la façon de le prononcer. Et alors, il dit qu'il se trouve dans la position paradoxale d'être une autorité en arabe pour certains arabes. Sauf la différence, c'est que les Arabes reconnaisseraient rarement la supériorité d'un non-arabe, notamment sur l'arabe. Mais enfin, c'était son expérience. Alors ça, si je dis ça, c'est que ça veut dire que les langues, c'est d'abord le corps D'accord. d'une phonétique. Et, et, et- et moi, je sais En que fait, on pourrait écouter la langue sans la comprendre, dans un premier temps, pour c'est rentrer dans cette phonétique. je dirais pas, non, mais à partir du moment où on maîtrise la phonétique, si on comprend, c'est magnifique parce que euh, c'est une musique, hein. Et alors surtout, on pense que l'allemand est langue gutturale. D'ailleurs, j'ai une blague que je raconte souvent. C'est un professeur, euh, un allemand, professeur de français, qui dit, on dit toujours que l'allemand est une langue gutturale. Alors, alors que le français serait une langue harmonieuse. Ça n'est pas vrai du tout. Par exemple, je prends la phrase allemande, die Vögel zwitschern im Gebüsch. Si je la traduis en français, ça donne les oiseaux cassouillent dans les broussailles. Et, et voilà, donc, ceci pour mettre un peu. Mais l'allemand m'a beaucoup fasciné euh, parce que la découverte d'une autre langue, de mettre ça, de faire entrer en soi la phonétique, changer son corps. Euh, une fois, je travaillais avec un Et ami c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu avec l'anglais. à Alors que l'anglais. vos premières traductions sont d'anglais Oui, en français. j'avais l'anglais première langue, mais j'ai pas accroché du tout. L'allemand, ça a été un coup de foudre. Bon, je le dois pas tellement à ma pauvre mère, mais à ce prof Chenvar, auquel j'ai dédié un article à titre posthume. Donc il n'en saura rien, mais j'ai tenu à le faire. Il saura Et alors, peut-être. c'est intéressant, c'est euh, vous, quand vous prononcez une autre langue, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous avez un autre corps. Et je me rappelle que je travaillais sur les textes de Marx avec un ami marxiste, collègue et ami marxiste de Nanterre, et on regardait le texte allemand, et je dis, oui, mais dans le texte allemand, et je lis la phrase, et il me dit, ah, quand tu as parlé allemand, tu étais quelqu'un d'autre. Et alors, Ça, c'est très juste, oui. euh, et alors ça veut dire que, bon, alors évidemment, il y a les phases de Goethe, un homme est autant de personnes qu'il sait de langues, des choses comme ça.
Et moi, ce que je dis souvent, il se trouve que mon fils cadet, sauf que ma deuxième femme est d'origine espagnole, et nous étions convenus qu'elle parlerait toujours espagnol au petit pour qu'il soit bilingue. Oui, Et, mon idée, c'est que un enfant bilingue est un philosophe en herbe. Parce qu'il sait tout de suite que sa langue n'est pas la langue, puisqu'il en sait deux. Et que s'il y a deux langues, la langue n'est pas le langage. Et donc le langage n'est pas la réalité non plus. Et cette mise à distance me paraît un point très important oui, et dont j'ai pris conscience au fur et à mesure. Hein. c'est certainement un enrichissement. Alors, Et, essayons de revenir. Vous avez donné un peu une image du grand professeur que vous êtes non, et de ce professeur que vous avez été à Nanterre en particulier, à la Cato aussi, dites-vous, mais à Nanterre malgré tout. Et pour les auditeurs de Radio Courtoisie, pour moi en tout cas, Nanterre, c'est une université plutôt rose vif. oui, c'est-à-dire que C'est une université qui, depuis mai 68, fait parler d'elle. oui, c'est de Nanterre que sont partis les événements de 68 en France. En fait, il y avait une origine au départ, puisque ça avait démarré à Berkeley, Aux aux États-Unis. États-Unis. Et moi, j'étais à Berlin l'année d'avant, en 67, et ça bouillonnait à Berlin. J'étais à l'AFU, à Berlin, à l'Université libre de Berlin, enfin, l'Université de Berlin, l'Université libre de Berlin. Et je me rappelle, il y avait un bouillonnement intellectuel. On redécouvrait l'école de Francfort, et qui avait été un petit peu oubliée. Enfin, Alors, mais l'école de Francfort, c'est ce qu'on appelle le freudo-marxisme, c'est ça? enfin, disons, c'est Je parle pour les auditeurs, hein, pour les mettre un peu au niveau oui, mais de votre propos universitaire. freudo-marxisme, c'est plutôt un détournement, je dirais. Et alors, c'est rigolo parce que, puisque nous parlons de Radio Courtoisie et de moi, si vous voulez, la première fois que je suis venu à Radio Courtoisie, c'était à l'invitation de l'abbé de Tanoirne. Eh oui. Et il souhaitait que nous parlions de l'école de Francfort. Et parce qu'effectivement, j'ai travaillé sur la question. Et puis, dans la dérive de l'improvisation, du dialogue, au lieu de parler de l'école de Francfort en général, on a dérivé sur le freudo-marxisme, qui est un des aspects qui est dans le prolongement de l'école de Francfort, avec des personnalités comme Herbert Marcuse, avec Eros and Civilization, par exemple, et puis Erich Fromm, dont j'ai traduit un des premiers livres avec une amie, Crisis of Psychoanalysis, mais moi j'ai traduit les textes allemands qu'il y avait dans ce volume. Mais en réalité, l'école de Francfort se donnait comme théorie critique de la société, kritische Theorie der Gesellschaft. C'était plutôt un marxisme universitaire qui remettait en cause le dogmatisme des partis communistes ou même socialistes et qui développait une réflexion théorique, culturelle, etc., à partir et dans le prolongement du marxisme. Et alors, effectivement, certains ont donné lieu, avec Marcuse et Fromm, à cette branche qui a été le freudo-marxisme, mais d'une façon générale, des personnalités comme Adorno, comme Horkheimer, par exemple, ils évoquaient Freud de temps en temps, évidemment, mais leur but, c'était plutôt d'analyser la société, la société de classe, comme ils disaient, la nôtre. Est-ce que c'est pas un but caché de Freud aussi, d'analyser la société? Oui, mais Malaise dans la civilisation. oui, bien sûr. On pourrait dire même le contraire, parce que, en somme, dans Malaise de la civilisation, Freud en vient, comme à regret, à valider une certaine structuration. Parce que si on ne s'égorge pas tous, si on ne s'égorge pas tous, c'est parce qu'il y a le contrôle surmoïque et culturel, etc., qui fait un malaise dans la civilisation. C'est-à-dire que nos pulsions sont maîtrisées. Et le malaise est bon, d'une certaine façon. Pardon ? Le malaise est bon.
Ben oui, parce Faut- qu'autrement, on Autrement, autrement, on on se saucerait s'égorgerait. dessus. Autrement, regardez ce qui se passe actuellement, les coups de couteau, etc. Ouais, Enfin, c'est la sauvagerie. ouais. L'autre, il y a un type, un jeune C'est une qui, société sans père, en fait. qui Si zigouille on une est... fille. On lui dit pourquoi? Ah ben parce que je jouais à un jeu vidéo avec un ami, j'avais J'étais perdu. énervé. Et quand je suis sorti, il fallait que je zigouille une fille pour me passer les nerfs. Alors, vous voyez, ça, c'est l'illustration du fait que, à partir du moment où le contrôle saute, tout est possible. Euh, et donc, le malaise de la civilisation, c'est au contraire, je dirais, un plaidoyer pour le contrôle. C'est ça. Et, et alors, donc, il y a un certain pessimisme, même un pessimisme fondé. On voit que si le contrôle saute, alors c'est la lutte de tous contre tous. On égorge, on viole, on vole, etc. Et on tue. Et comme on sait, il y a des tas de périodes où ça s'est produit, où quand il y a... Et ce qu'on voit aujourd'hui donnerait tout à fait raison à Ouais. cette perspective Ah de ben Freud sur le malaise. donne tout à fait raison. Et puis on voit dans les périodes troublées, la Révolution française, où tout a sauté, la férocité, de ce qu'on appelle le peuple, qui est en fait une populace qui, qui a été dominée par ces pulsions, où il n'y avait plus de contrôle. Il y a eu cas de cannibalisme, Ça, c'est la Révolution torture. française, Voilà, typiquement. l'abomination de la Révolution française, dont depuis des siècles on essaye de nous chanter les merveilles, alors que bon, ça a été une explosion de férocité. Hein, et voilà. Et donc alors, Alors, euh, comment vous, qui êtes professeur à Nanterre pendant 50 ans, vous devenez directeur d'émission à Radio Courtoisie? ben, je viens. Excusez-moi de vous poser cette Non, question non, mais brutalement, mais non, ben, je suivais un séminaire qu'animait l'abbé de Tanoirne au centre Saint-Paul, où il invitait des gens très très bien, que j'écoutais. On a été amené à faire connaissance et à bavarder un peu. Et puis l'abbé de Tanoirne a pensé qu'il pouvait m'inviter à parler justement de l'école de Francfort. Et donc mon entrée à, à à Radio Radio Courtoisie, Courtoisie en face d'un micro a été à l'invitation de l'abbé de Tanoirne, où devant parler d'école de Francfort, nous avons dérivé vers le freudo-marxisme. Et alors je pense que l'abbé de Tanoirne m'a réinvité pour d'autres choses, notamment pour l'interculturel, puisque c'est un des autres domaines de ma recherche, avec d'autres. Et je fais 2 ou 3 émissions, je crois, à l'invitation de l'abbé de Tanoirne. Et alors, le patron de Radio Courtoisie, à ce moment-là, était Henri de Lesquen, qui m'a invité lui-même à son émission 2 ou 3 fois, et qui à un moment m'a proposé de faire une émission. Et alors, j'ai hésité, parce que je me disais avoir une émission sur le dos, en neige l'épaule, etc. Et il me dit, si vous y oh arrivez, bah c'est si, ça, vous ben, vous êtes... savez, avant de faire les choses, on ne le sait pas. Oui, Hein, et je me rappelle la première fois que j'ai fait de la radio, j'étais mutique. Parce qu'il se trouve qu'à Nanterre en 68, c'était le désordre, tout le monde voilà, vous jouait. aviez fait de la radio à cette époque-là, sûrement. Ben non, Vous étiez invité. j'étais dans les bureaux, coup de fil de Radio France. Il dit alors, il y a les émissions de philosophie de Radio Nanterre, qu'est-ce que ça devient, qui s'en occupe? Personne et tout. J'ai dit, ben moi, je m'en occupe. Je me suis dit, il ne faut pas laisser partir ça. Oui, C'est formidable. Et alors, j'ai donné mon nom et j'étais responsable de Radio Radio Nanterre Nanterre. pour la philo. Il me dit, ben alors pour la socio non plus. Je dis, je prends aussi la socio. Et en réalité, j'ai dit, c'était plutôt par souci de responsabilité universitaire et culturelle, mais j'avais pas l'intention de causer dans le poste beaucoup. Et j'étais dans un département de Vous aviez très haut. l'intention d'inviter des gens? Ben, je demandais à mes collègues qui étaient prestigieux, qui s'appelaient Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Paul Michael Ricard, votre Dufresne. directeur de thèse, je viens de voir ça sur Wikipédia. Et donc, tous mes collègues étaient des gens prestigieux. Et alors, je les invitais, je leur proposais de prendre 2 ou 3 émissions. Et j'arrivais à faire un programme avec
avec les collègues. Et une fois, j'ai proposé moi-même de faire. Je me suis Pardon, proposé. votre président de jury de thèse, hein, Oui, oui, oui. Michel-Paul Ricoeur. Oui, Il était directeur de mon jury, directeur de ma thèse, et ensuite président de mon jury d'habilitation. une grande personnalité de la gauche chrétienne, par ailleurs. Oui, On peut oui, dire oui, ça? oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui, oui. Euh, on peut dire ça, tout à fait. Mais enfin, en même temps, il gardait la raison, hein. Au moment Ah bah, des déferlements maoïstes, il était très, très critique, très réservé. Alors que moi, j'étais un petit peu ébranlé. J'étais un peu ébranlé. passionné. Non, mais ébranlé, parce que, bah, c'est-à-dire que je, en fait, au départ, moi, je viens d'une famille chrétienne classique. J'étais baptisé, ma mère nous envoyait à la messe. Elle n'était pas croyante, alors elle n'y allait pas. Et elle disait, oh, mais si vous avez la foi, c'est une force extraordinaire. Elle avait dans la foi une sorte de force, et elle voulait que, puisqu'elle n'avait pas elle, qu'au moins ses fils l'aient. Ça leur soit proposé. Mais, mais, mais en réalité, moi, j'accroche pas du tout à la messe. Entre-temps, je me dis catholique, je me prétends catholique, je vais à la messe, mais enfin, ça m'ennuie. Ça m'ennuie alors que je sais bien que les vrais catholiques, je connais, et pour eux c'est très important, certains qui sont persécutés, pour eux, pouvoir participer à la messe, c'est décisif, c'est vital. Alors je me dis, mais il me manque quelque chose. Alors il est vrai que baptisé et ayant bénéficié d'un certain enseignement catholique, j'étais en même temps dégradé par l'école publique comme les filles du même nom, et le, tous ces profs de gauche qui étaient contre l'Église, euh, pas forcément, plutôt athées, plutôt critiques. Et alors moi qui n'avais pas d'image paternelle, j'ai j'ai cru aux profs. J'étais sous l'influence des profs. Et donc j'étais de gauche. Et puis un jour, nous étions des jeunes, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'argent, on était sur la plage de Grimaud, à ce moment-là, il n'y avait pas Port Grimaud, c'était encore C'est où les ça, âges. Port-Grimaud? Ben, c'est pas loin c'est à côté à côté de Saint-Tropez. Ah, Mais donc c'était encore les Ajoncs, les Flamands. Enfin, c'était pas du tout urbanisé, quoi. C'était encore assez paysan, enfin viticole. Et nous, on louait des petites maisons et c'était pas du c'était tout. l'époque du gendarme à Saint-Tropez, c'est ça? Oui, mais même avant, c'était et à Grimaud, c'était pas du tout cet esprit. Nous, par exemple, on était quelques jeunes avec un transistor à chercher de la musique pour flirter sur les Ajoncs avec les Flamands qui étaient encore. Entre-temps, les Flamands, ils sont partis. Et alors, bon, on faisait ça. Et puis, il y en avait un qui aimait bien toujours les infos, les infos. Il y a toujours quelqu'un qui veut les infos. Et alors, il met les infos et j'entends vive le Québec libre. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fiche à gauche? C'est ce mec-là qui fait l'histoire. Et du coup, j'ai basculé à droite. Ouais. Mais c'était en 67. Oui, c'est ça, c'est parce que c'était avant le beau mois de mai. Voilà, et à ce moment-là, 68 arrive, et là, je fais une rechute de gauche. D'après le principe, c'est dans tous mes entourages, tout le monde était de gauche, enthousiaste pour 68. Moi, j'étais perplexe, surpris, et, et je me disais, mais il y a le fameux proverbe, si tout le monde a tort, c'est que tout le monde a raison. Et donc, s'ils sont tous de gauche et pas moi, c'est que ça doit être eux qui ont raison. Maintenant, Mais j'ai vous compris. aviez un frère qui était... Alors, mon frère cadet était un militant très actif dans un groupe anarcho-communiste, noir et rouge, au nombre desquels il y avait notamment Danny Cohn-Bendit, que j'ai bien connu, puisqu'ils faisaient leurs réunions dans les salons de ma mère. Alors lui aussi, il évolue quand on l'entend sur une chaîne télévisée.
Oui, oh ben, il a quand même gardé ce côté négatif, destructeur, Enfin, de- c'est un bourgeois de gauche, quoi, C'est aujourd'hui. ça, oui, mais justement, de gauche, donc, ce sont des destructeurs, ce sont le terme déconstructeurs, voilà. Oui, ça, oui. Et, et alors, donc moi, je suivais ça, et alors, de temps en temps, il discutait, ça. De temps en temps, je disais à mon frère, vous n'avez pas marre de vous raconter toujours la même chose depuis des années? À ce moment, il m'insultait, il était fou de rage. Mais je dois à mon frère d'avoir, et à Dany, etc., d'avoir été informé sur une sorte de cartographie de l'extrême gauche, avec les anarcho-communistes, les différentes obédiences trotskistes, le maoïsme, etc. Et donc, je savais un peu, je sais un peu ce que c'était. Et alors, la différence entre trotskiste, lambertiste ou non, et maoïste. Bah, les maoïstes, donc, On dit que les maoïstes sont catholiques et que alors, éventuellement il y avait pas mal de catholiques qui étaient passés au maoïsme. Et autrement, les Lambertis, c'était la JS, l'Alliance des jeunes pour le socialisme. Et certains disaient c'est l'Alliance des juifs pour le socialiste. Et certains disaient aux réunions de. Alors, la JS, c'était l'organisation de jeunesse, mais autrement, l'organisation Lambertis, c'était elle aussi l'organisation communiste révolutionnaire, dont a fait partie Lionel Jospin. oui. Et on racontait que et quand il y avait les réunions de bureau de l'OCI, euh, on pouvait pas parler yiddish parce que Ben Saïd était séfarade. Autrement dit, et voilà, voilà, C'est très drôle. voilà. Donc, alors c'est pas la trajectoire existentielle de l'admiral, encore que euh, nos vies sont intéressantes euh, en grande partie par les gens que nous avons connus, par les expériences que nous avons traversées. Oui, tout à Et fait. en racontant ça, je réponds à votre demande, à votre proposition de faire un entretien sur ma trajectoire personnelle. Mais justement, ça m'a amené à évoquer bon, ma mère et la foi, le, et le rapport avec mon frère au gauchisme. Et après, je retrouvais un des membres de ce groupe Noir et Rouge, qui était professeur d'histoire du droit à Nanterre, qui n'avait rien renié de sa théorie, qui m'aimait bien parce qu'il reconnaissait, il semble que j'avais une certaine bonne image à Bon l'université. professionnel. Oui, c'est ce dont j'ai toujours douté euh, parce que j'ai une incertitude. Et je crois que la recherche et la réflexion impliquent une certaine incertitude. Euh, autrement, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne croit à rien, mais ça veut dire que ce qu'on avance, on l'avance avec une extrême prudence et on est prêt à réviser son point de vue. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la chose. Moi, je suis très étonné dans les débats qu'on peut avoir, par exemple, dans un congrès, dans un colloque, où là, on présente une- un aspect de sa réflexion, et puis il y a après une discussion. Et alors, dans les discussions, il y a des questions, il y a trois types de questions. Il y a des gens qui veulent parler pour qu'on voit qu'ils sont là. Et alors, ils sautent un peu, disent un truc. Alors, je dis oui, tout à fait. Enfin, bien. Il y en a d'autres qui n'ont pas compris. Ils posent une question parce qu'ils n'ont pas compris. Ce qui est tout à fait louable. Mais qui pensent avoir compris. Ah oui, alors ça, c'est moins bien. Souvent, souvent. Et qui critiquent. Mais je dis non, à ce moment-là, je rétablis. Mais le plus intéressant, c'est quand ils détectent, c'est rare, mais ça arrive, une faiblesse dans mon argumentation. Et là, je suis très reconnaissant parce que ça m'amène à remettre en cause et à approfondir mon point de vue. Alors que certains le prennent très mal, parce que ça touche leur ego. On a cassé leur Ah ça, jouet. l'ego. Alors que moi, j'ai dit, mon ego fonctionne autrement. J'ai dit, il remet en cause un aspect de ma théorie. Ça veut dire que je vais améliorer ma théorie. Donc, mon ego va y gagner aussi. Et
Ça, c'est une démarche très, oui, très intelligente et très, J'appelle ça le très forte. masochisme épistémique. C'est-à-dire quand je développe un discours et qu'on me contredit et que cette contradiction, je la trouve en partie fondée au moins, et j'ai ce plaisir ambigu, masochisme, hein, épistémique qui me fait approfondir ma réflexion. Votre première traduction portait sur le masochisme, je crois. Voilà, ma première traduction était de Wilhelm Reich, là on rejoint le freudo-marxisme, et c'était le caractère masochiste. Et en réalité, ce texte que j'ai perdu, je n'ai ni le texte allemand ni ma traduction, qui doivent être quelque part dans mes désordres, était un article qui était peu marqué par l'idéologie, mais qui était un cours de psychanalyse sur comment traiter un masochiste. Et, et notamment, ça s'appuyait sur, je crois, un article de Freud, Ein Kind wird geschlagen, on bat un enfant. Alors, il y a des gens qui, dans la jouissance, vous savez, la sexualité, alors on a idéalisé la sexualité, mais en réalité, il y a un abîme, et on voit bien actuellement qu'avec les affaires d'Epstein, avec les viols, avec ce qui se passe en Angleterre, où l'appareil d'État a couvert la, Des viols en quantité. oui, la réduction en esclavage sexuel des petites Anglaises pauvres par des Qui, Pakistanais, on voit bien à quel point dans la sexualité, il y a un très grand danger il y a et une violence. une violence. Hein. Et alors, on oscille entre deux extrêmes. Ça a été un peu le côté un peu prude, y compris le catholicisme de ma jeunesse. Je sais, il y avait le péché d'impureté. Oui, Et, et ça m'a contribué aussi à me détourner du catholicisme. Parce qu'au parce fond, que vous vous êtes dit, le péché est en moi, puisque je ne suis pas... non, mais oui, oui, un peu. Puis après, je me suis dit, mais c'est bien, la sexualité. Et alors, il y a eu ensuite, il y a eu le côté 68, tout va bien, on- aimez-vous les uns les autres, on l'a transformé par aimez-vous les uns sur les autres. Euh, Oui, et pendant ce temps-là, le pape Paul VI trouvait moyen dans Humanité Vitae de condamner en même temps la pilule et l'avortement, et sur le même oui, front. oui, c'est alors ça, Il y a quand même j'ai pas poussé loin la une réflexion. impuissance de l'Église face à la Révolution 68arde Oui, qui est euh, terrible. oui, alors de point de vue de ma biographie, l'autre fois, tout à l'heure, j'ai utilisé le concept de, de Roland Barthes, de biographème. Et alors moi, j'ai eu la chance parce que c'est ma trajectoire biographique, je n'y ai ni mérite ni au contraire défaut. Enfin, c'est le fait que euh, je, j'étais, le désir des filles s'est affirmé en moi comme c'est normal, mais à un moment, on avait encore rien avant le mariage. Oui, Et puis il y a eu la prétendue révolution sexuelle, un peu 68, mais un peu avant, 67, 66. Enfin bon, ça je me c'est des. souviens que je vous avais interrogé sur mai 68, Hmm. et vous m'aviez dit, et je vous avais demandé, mais qu'est-ce que vous retenez de mai 68? Qu'est-ce qui a été important? Et vous m'aviez dit les robes des filles. Les filles en robe d'été. Les filles en robe d'été, oui. Voilà. Parce que j'ai fait pour Nanterre, ils ont fait un anniversaire de 68, et un anniversaire, un volume de. Et donc j'ai fait un texte qui a été assez apprécié, et notamment, il y avait, comme c'est un texte de 3 pages, je me souviens effectivement que, notamment les filles en robe d'été, c'était joanie, quoi. C'était, C'était le mois de bon, mai. voilà, c'est le mois de mai, et il y avait et alors il n'y avait pas cette espèce de perversité euh, qui s'amorçait, puisqu'un type comme Guérin, Daniel, je crois, euh, se plaignait que Freud soit, ou je sais pas, où les photomarxistes, enfin, je ne sais pas, étaient insuffisamment déstalinisés parce qu'ils refusaient la sexualité avec les enfants. C'est-à-dire que la Ah, et ça, c'est pédophilie, il y avait redoutable. déjà c'est un type d'origine trotskiste, soit Guérin, il y avait déjà des gens qui pensaient, on l'a vu d'ailleurs très vite, les Jacques Lang et les autres, et Cohn-Bendit, et ça Voilà.
qui est toute honte bue dans Donne la des interviews dans Libération où ils prétendent, je mets ça au pluriel, mais je pense à Cohn-Bendit, partager leurs expériences. Voilà, oui, comment Évidemment. les petites filles étaient encouragées à ouvrir leurs baguettes. Ouais. Alors, et donc, moi, j'ai aimé. Vous avez gardé une innocence. Oui, enfin, Vous innocence. n'étiez pas dans cette C'est-à-dire que sexualité. c'était après, à partir de la Révolution et avant le sida. Si bien qu'on a eu, c'est une époque où on faisait l'amour volontiers. Ben, c'est-à-dire, une fois, j'étais totalement déprimé parce que une des filles me quittait, euh, qui était craquante, et elle était traductrice, etc. Et alors, elle a accepté un contrat au FMI. Et alors, du tout coup, elle était à Washington, et on s'est téléphoné 3, 4 fois, puis après, elle a trouvé un garçon très bien là-bas. Évidemment, c'était craquante, elle était... Puis elle y allait aussi, hein, très Tous les... volontiers. Hein, et alors, et alors, à ce moment-là, j'étais complètement effondré. Alors j'ai fait le compte, j'ai fait, enfin, René, tu as eu des filles formidables, des filles intelligentes, belles, alors les 4 qualités, belle, intelligente, amoureuse et courageuse. Et je veux dire, enfin, alors j'ai fait la liste, non pas comme un palmarès, Comme un donjon non pour de me dire, Mozart. regarde, elle était bien, vous avez une liaison forte, oui, c'est toi qui l'as quittée, pas elle, enfin voilà. Alors j'ai commencé une liste pour, euh, pour me remonter le moral et me dire, je suis pas fini en ce qui concerne les filles. Mais c'était pas du tout l'esprit comme Don Juan, Mille lettrés. voilà, pas le collectionneur. Oui. Vous savez, c'était l'époque à ce moment-là. Les gens, les gens faisaient l'amour c'était, c'était quelque chose de naturel. Ça n'impliquait pas forcément le grand amour et le mariage, et ça n'avait pas la conséquence. Mais cette liberté sexuelle a toujours eu quelque chose d'utopique quand même. Oui, mais là, elle était un peu réalisée, c'est-à-dire que j'ai pas souvenir. Enfin, si, moi, je sais que j'ai beaucoup été très malheureux que Florence Voilà, mais soit. celui qui fonde sa vie sur la sexualité, c'est à peu près sûr de ne pas y parvenir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Freud lui-même et Hmm. du malaise dans la civilisation. Oui, bien sûr. D'ailleurs, heureusement, à un certain moment, donc j'ai une de mes amis d'enfance. J'ai eu la chance que moi, j'ai manqué un peu de maturité et que c'est souvent les femmes qui m'ont pris en Qui main. vous ont fait. Ouais, comme je dis, j'étais bien pour faire la cour, mais je manquais un peu d'audace. Et alors, les filles, elles, comme je dis, une formule un peu ambiguë, euh, prenaient les choses en main au figuré et au propre. Et, Facile, hein? facile. Ça, Non, c'est très- mais, non, mais c'est une autre époque. Ma vie, ma personne n'a pas une si grande importance, mais ce que je raconte dans mon expérience, c'est cette époque. c'est ça. Cette époque où on faisait l'amour. Une fois, j'ai fait l'amour avec une fille, j'ai dit c'est bon enfant. On faisait l'amour, c'était bon enfant. Vous voyez? Oui, Et oui. c'était sans perversité, sans domination, sans. Il y avait l'idée que c'était bien, c'était bien de faire l'amour, de se donner du plaisir et d'avoir cette espèce de fraternité au lit. Et d'ailleurs, en fait, Fraternité au lit. j'espère que c'est pas trop scandaleux ce que je raconte. Et vous savez, avant, souvent les classes supérieures donnaient leurs enfants en nourrice. Et alors, les petits enfants, les bébés, étaient allaités par une nourrice. Et la nourrice, c'était une paysanne pas très riche, avait souvent 2 ou 3 petits qu'elle allaitait, parce que Oui, oui, oui. à partir du moment où c'est On comme appelle des frères de lait. voilà, et les sœurs de lait. Et moi, je dis, je n'ai pas de sœur de sang, je n'ai pas de sœur de lait, parce que je n'ai pas été en En nourrice, nourrice. mais j'ai des sœurs de lit. Et j'appelle ça mes petites sœurs de lit. Celles avec lesquelles j'ai couché, pour moi, pour moi, c'est des petites sœurs. Euh, et ça, c'était une autre époque.
C'était cette époque. Et alors, malgré tout, il y a un moment où vous vous êtes assagi, puisqu'aujourd'hui, vous êtes Oui, oui. père de 2 enfants, c'est de 2 Oui, garçons en tout oui, cas. oui, oui, 2 garçons, avec 2 femmes différentes, parce que ça s'est trouvé comme ça, hem et donc oui, bien sûr, hein. C'est-à-dire que cette espèce de, Il y a quand même l'enfant là-dedans. pardon? Il y a l'enfant qui est... Oui, alors, cela dit, dans la tradition bourgeoise classique, il y a le couple stable et tempéré par l'adultère, hein, l'archétype, c'est Ulysse. Ulysse est monogame polygyne, c'est-à-dire Pénélope, c'est sa femme pour toujours, mais, mais, Et il veut qu'elle lui soit fidèle. Et elle lui et il, démontre qu'elle l'est envers et oui, contre tout. oui, enfin, c'est-à-dire que, alors elle est féministe, et c'est injuste, ça. Non, parce que la fidélité de la femme, c'est la filiation. Est-ce que les enfants Bah oui, de la femme seront ils sont les du enfants de mari leur ou pas. père? Oui, bien sûr. Il semble que les statistiques indiquent que souvent, c'est moins souvent le cas, moins qu'on croit. Et alors, mais par exemple, pour lui, c'est sa femme pour toujours. En son absence, elle est la reine, elle prend les choses, s'occupe des lémaques. Enfin, c'est sa femme vraiment. C'est vraiment sa femme. Il est monogame, mais polygyne. C'est-à-dire que Calypso, alors Calypso Nausicaa peut-être, je ne sais pas. Enfin, j'ai fait tout un texte là-dessus sur Ulysse et les femmes, hein. Et alors, c'est Et, plutôt des tentations, les femmes, souvent, chez Ulysse. ah non, Calypso, 9 ans avec elle. Ah oui. Calypso. Et il y a, oui, Et puis ça va les assez. sirènes. Non, Alors les sirènes, on est tenté de dire ça, mais en réalité, les sirènes, c'était pas des femmes à queue de poisson, c'était des oiseaux à tête de femme. Et de la même façon, Circé, qui était une mangeuse d'hommes, en même temps, ceux qu'elle avait réussi à séduire, elle les transformait en animaux, en cochons par exemple. quelle horreur. Et puis alors, madame, enfin bon, bref. Et alors, on peut être un bon mari et un bon père en ayant, enfin, je plaide pas pour mon sein, parce que c'est plus le cas, c'est pas le cas, mais on connaît tous des gens euh, qui sont des bons pères, bons maris, mais et qui ont Qui ont leurs écarts. des aventures, ou même une Oui, si maîtresse, vous... une maîtresse en titre. Une maîtresse Oui. en titre. D'ailleurs, ma première femme s'en arrangeait très bien. Euh, Ça n'arrangeait très bien, je me rappelle. Mais c'était une époque. Je me rappelle une fois, il y avait une soirée, et il y a une fille pas mal, je me parle, ça. Et ma femme approche et dit, elle fait partie du club, celle-là? Je dis, pas encore, ma chérie. Et c'est-à-dire que ça lui faisait des vacances, encore qu'on ne s'entendait très bien faire l'amour. C'était très bien, très très bien. On saura tout. Mais vous savez, chez les hommes, il y a ça. L'homme est un chasseur. Oui. Et alors, est-ce qu'on a le droit de s'adonner à ça? Est-ce qu'il Et est-ce faut que se vous l'in- croyez... Oui. Est-ce Il n'y qu'il a pas faut de femme chasseresse pour vous? Alors, si, mais Parce que là, vous êtes un peu sexiste quand même. non, je pense que c'est dans l'anthropologie. Alors maintenant, n'importe qui fait n'importe quoi. Les hommes sont déconstruits, les filles se prennent pour des garçons, etc. Elles revendiquent les femmes revendiquent le droit au cancer du poumon en fumant, comme les hommes avant. Et effectivement, il y a toujours eu des grosses mangeuses. Il y a toujours eu des... Les croqueuses d'hommes. Oui, c'est ça, bien sûr, hein, qui est un peu la même chose. La même chose. Bon, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le pendant? Je ne sais pas, parce que bon, moi, je vous ai parlé de mon expérience, non pas parce que ma vie est si importante, mais parce que c'est un C'est une démarche, marqueur, c'est quelque un chose d'essentiel dans votre vie. enfin, ça a été important, mais c'est un marqueur de l'époque. C'est-à-dire que ce que je raconte, c'est ce c'est Confession d'un enfant du siècle, hein. Oui, oui, oui. Je raconte ce que j'ai vécu mais je vois mes fils sont pas du tout comme ça. Mes fils sont monogames stricts et pas Oui. polygynes. Euh, et alors Il y a un bon, retour de la morale classique qui est très étonnant.
Non, c'est dans la nature des choses. Peut-être d'ailleurs, euh, euh, le- Très étonnant en tout cas parce qu'il ne vient pas du christianisme, me semble-t-il, ce retour à la morale classique. non, je crois que Il y a, bah, le il y a christianisme vraiment une est... dimension naturelle Voilà, de la fidélité et de la famille que certains veulent retrouver et veulent se voilà, donner les moyens de retrouver voilà, exactement. avec une exigence. Et alors effectivement, les femmes de maintenant, les épouses de maintenant supportent sans doute mal que le Que l'homme mari, se croit encore tout permis. tout permis, non, mais aille regarder un peu ailleurs. Moi, je ne me permettais pas tout. Je me disais, moi, il me faut 2 femmes et demie. J'ai ma femme, ma maîtresse et les aventures. Mais c'était un peu obligatoire dans mon métier. Quand il y avait une demande, parce qu'en matière avec les étudiants, j'avais une position très stricte, une déontologie très stricte. Ouais, vous ne couchiez pas avec vos étudiantes. Premièrement, je ne prends pas l'initiative, Ah, et deuxièmement, rien avant l'examen. Après, ma femme actuelle est une de mes étudiantes, qui m'a donné un fils. Et, c'est-à-dire que autant on fantasme, il y a des types qui pensent qu'à ça, enfin, et c'est malsain. Moi, je ne voulais pas que ce soit lié au pouvoir institutionnel. Ça aurait été insultant pour la fille et pour moi. Mais si, plus tard, plus tard, plus tard, une fille on se retrouve. était intéressée. Elle vous a admiré pendant vos cours. Non, plus que ça, elle a perçu à travers le personnage du prof une personnalité. Et c'est pour ça que je tiens 3 discours. Un discours, et ce n'était pas dans une perspective de drague, hein, mais c'est dans la nature des choses. Je tiens un discours didactique de savoir, je tiens un discours heuristique de découverte, et je tiens un discours personnel. Par exemple, un de mes séminaires sur Heidegger à partir du texte allemand, qui était assez pointu, séminaire de 3 heures. Moi, j'acceptais le système de 3 heures parce que la tradition, c'était 1 heure et demie annuelle ou alors 3 heures semestrielles. Les collègues n'aimaient pas 3 heures semestrielles. Moi, j'étais passé par l'université allemande et l'idée d'un semestre, c'est bien, surtout en philo, 3 heures, on fait On avance. 12 cours et on fait l'examen et c'est terminé. Alors qu'autrement, ça arrivait à la fin d'année, il y avait plein d'examens et c'était la tyrannie. Alors revenez à votre Alors, séminaire sur Heidegger, ou voilà, à je votre fais court ensemble de cours sur Heidegger. et donc Mais on va quand même, parce que ça a l'air urgent d'après la régie, on va entendre un bobino très important. Économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme. Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Voilà, nous sommes à nouveau dans le studio. Alors, nous sommes à nouveau dans ce cours sur Heidegger. Et alors, dans les séminaires de 3 heures, je prévoyais toujours une pause, hein, évidemment. Et on était au département où il y avait la machine à café. On allait prendre un petit café, on venait, c'était très bien. Et souvent, à l'occasion de cette petite pause de 5 minutes, nous allons prendre, ma formule c'était, nous allons prendre 5 minutes de pause dont je souhaiterais qu'elle n'excédasse ni n'atteignisse 10 minutes. Voilà. Et alors, cette année-là, j'introduisais à chaque cours une recette de cuisine. Ah, c'est original. Les petits rognons d'agneau à la provençale. Une recette à la française, pas à l'allemande. Ah bah oui, bien sûr. Là, quand même, on est vraiment supérieur, il me semble. Et ça, c'est mon côté, vous voyez, perso. C'est-à-dire, je prétends faire de la philo, mais c'est moi, je ne suis pas la philosophie, je suis quelqu'un qui travaille à essayer de développer une pensée philosophique en m'appuyant, bien sûr, sur C'est ce qui vous a sauvé des systèmes, parce que mai 68 est peut-être l'époque des robes des filles, comme on disait.
Mais mai 68 est aussi l'époque des systèmes. Ben, Et vous n'avez pas ce systématisme à vous entendre. Mais quand j'étais très jeune, un peu, parce qu'on cherche quand on est jeune, on a une incertitude. Et souvent, les jeunes ont l'air arrogants. Ma thèse est la suivante. Les jeunes ont l'air arrogants parce que c'est le pendant d'une incertitude intérieure. Oui. Et donc, moi, j'étais très incertain quand j'étais jeune. Et alors, avoir un discours, j'ai une certaine présence verbale, et la philosophie, la politique me fournissaient une machine discursive qui me permettait d'afficher de la certitude De sortir de vous-même. qui n'était pas du tout la réalité de C'est ça. mon moi intérieur. Mm. Et alors, effectivement, une fois que j'ai acquis une certaine assurance, enfin, moins, que j'ai pu faire quelque chose qui méritait, qui existait, c'est-à-dire qui était reconnu par des gens, j'avais moins cette incertitude et besoin de jeunes de la ramener, comme on dit. Et alors que je vois chez beaucoup c'est cette tentation dogmatique. Alors, le dogmatisme, c'est parce qu'ils sont aliénés par une théorie, et ça c'est affreux, et ça c'est pas lié à la jeunesse. La jeunesse peut avoir ça pour les raisons que je viens d'indiquer, Mhm. pour compenser une incertitude intérieure, mais le fanatisme, le dogmatisme, c'est une maladie, une vérole idéologique beaucoup plus grave qu'on voit actuellement. Et est-ce que vous avez vu vraiment autour de mai 68 de ces gens tomber dans une espèce de fanatisme de gauche Alors, l'atmosphère n'était pas était bon enfant. C'est-à-dire que ces trotskistes, ces maoïstes qui défilaient, etc., en fait, il y avait un côté monôme d'étudiants. Eux, y croyaient, mais beaucoup d'entre nous, c'est une sorte de théâtre. Et c'était du théâtre. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a sifflé à la fin de la récré, ils sont rentrés. Mais alors, ils dépavaient. Alors, c'était du théâtre. Ouais. Et c'est un théâtre qui a quand même influencé toute l'époque. Qui a détruit énormément de choses. Et on est encore dans la déconstruction qui est finalement l'ultime avatar de mai 68. Pour vous dire, il y avait des manifs, alors, des manifs, mais on y allait en famille, c'était bon enfant. J'étais dans des manifs, parce que moi je vous dis, j'ai fait une rechute de gauche, j'étais dans cette atmosphère, et bon, c'était bon enfant. Vous étiez un gauchiste oui, on faisait la révolution, bah oui, c'est sympa la révolution. Et puis ensuite, le soir, on va dîner. Voilà. Après, j'ai connu des gens qui étaient dans la cause. Mon père que j'ai connu après, lui, c'était un militant. C'est des gens qui vivent uniquement pour la cause. Hein, c'est-à-dire, ma mère disait, oui, ils se contentaient de vivre d'un café crème. Parce que ces gens-là, la cause est tellement importante que tout le reste n'est rien. Eh bien, nous, c'était pas ça. Je me rappelle les manifs, on y allait en famille. Ma mère, mon frère, à un moment dit à maman, pour maman, rentre maintenant parce qu'ils sont en train de dépaver. Alors oui, mais ils ont retiré les pavés. Ils jouaient à la Révolution, ils jouaient à la barricade. Et donc moi, ça, c'est toute l'époque, d'être un petit peu le jeu des apparences. Et moi, ça me mettait mal à l'aise. Pendant un certain temps... On a commencé en mai 68, ce jeu des apparences, et on n'en finit pas, finalement. Voilà. On est toujours dans l'apparence. Mais alors, vous voyez, c'était bon enfant. Moi, je disais quand même, ils exagèrent. Et puis, puis je m'en allais. Et voilà, donc... alors, j'ai raconté un peu toutes ces choses. Et est-ce que vous avez harangué vos étudiants? Est-ce que vous faisiez partie de ces profs qui encourageaient Non, une fois, j'ai dit, je ne sais plus dans quel contexte, que à l'université, il y avait 3... Je suis désolé, c'est comme en confession, quelque part. Non, mais oui, bien sûr, mon père. J'ai beaucoup péché et j'ai pas fini de pécher, d'ailleurs. Mais alors, sur cette affaire, il se trouve que l'université, les profs, il y avait 3 sensibilités pour aller vite. Il y a ceux qui étaient du côté des étudiants, du côté du gauchisme, de façon un peu plus raisonnable.
ils essayaient de mettre un peu de raison dans le gauchisme. Il y avait les conservateurs qui eux, avaient déserté. Oui. Parce qu'ils avaient raison, ce n'était pas la peine de faire entendre un discours qui On, n'aurait... on remettait C'est pas la une peine. pièce dans le jukebox. Ça quelque n'aurait part. pas été entendu. Et il y avait les communistes qui essayaient de restaurer l'université. Alors que les collègues qui jouaient aux gauchistes contestaient. Je me rappelle un collègue que j'aime bien m'a dit je nie l'institution. Et Oui. je dis Jacques, est-ce que tu nies ton traitement que tu reçois tous les mois? Au nom de l'institution, bien sûr. Parce que sans institution, il n'y a pas de traitement. Et alors justement, je disais, il faut reconnaître qu'il n'y a que les communistes qui essayent de sauver l'université. Et j'avais dit cette phrase, du coup, parce que les communistes, ils cherchaient à recruter, je suis devenu un ami des communistes. J'étais invité à ce qu'on appelle des reprises de cartes. C'est-à-dire qu'une fois par an, la cellule se réunit pour un pince-fesse, il y a un cocktail, etc. Et puis une des personnalités fait un discours, mais on invite les gens de l'école, de la cellule et d'autres, des proches. Et le couronnement, c'est quand quelques-uns de proches qui n'étaient pas communistes prennent leurs cartes. Parce que les autres qui sont déjà communistes reprennent leurs cartes. C'est la reprise de carte. Mais alors, la prise de carte. Et alors, et vous avez fait la prise de carte. Non, moi, je n'ai jamais pris ma carte, mais j'étais à plusieurs reprises de carte. Mais c'était quand même très tolérant quand même. C'était pas Staline. Parce que je me rappelle que une des filles, très bien, qui était une linguiste assez brillante, et alors, j'avais été invité à la reprise de carte de Vincennes. Bon, Vincennes, ça devait avoir du sens. Nanterre, Vincennes, et bon, parce que c'était des gens que je connaissais, que j'aimais, etc. Mm-hmm. J'avais des publications communes, parce que je travaillais toujours en philo et en linguistique. Et je me rappelle que 15 ans après, j'étais déprimé. Et il fallait, pour gérer la carrière, il fallait déposer des dossiers pour être sélectionné, reconnu ou pas. Alors au début, on déposait une demande, puis après, on recevait une convocation pour envoyer ces choses. Et j'étais déprimé, donc je laisse tomber. Et cette fille, Blanche Noël, qui était très forte, qui n'était pas une amie proche, elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Jean-René, il faut que tu fasses un dossier. » Je dis « Je suis déprimé, écoute, ça fait rien, envoie une lettre avec une liste de publications, on se débrouillera, etc. » Et j'étais inscrit sur... Hein? Magnifique. Oui, comme solidarité professionnelle. Comme gentillesse et maintenant je le dis, ça ne devrait pas le dire, mais c'est parce qu'elle reconnaissait mes travaux. Et elle disait, lui, il faudrait qu'il soit sur la liste des profs possibles parce qu'il en a l'étoffe. Et alors maintenant, c'est très différent parce que la vie est dure, il y a une concurrence terrible, il y a une... je ne veux pas dire du mal des collègues, mais tellement certains me disent qu'il y a une dégradation du climat moral et professionnel que mais je ne sais pas. Vous n'enseignez plus depuis quand, si c'est pas indiscret? Depuis une petite dizaine d'années. Mm-hmm. Mais là, j'enseigne quand même, puisque j'ai gardé un séminaire à la Sorbonne, et puis je fais mes émissions. Ma vie intellectuelle est encadrée par le fait que j'ai encore un séminaire à la Sorbonne, et que je fais mon émission à Radio Courtoisie. Et alors, on veut dire, là, par exemple, c'est une expression, une émission à bâton rompu, spontanée, où j'ai pas préparé. Soir, oui. J'ai pas préparé, vous non plus, parce que... moi, encore moins que vous, j'ai l'impression. Ça ne s'y prête pas. Bon, moi, j'avais noté des choses qu'on a dites. J'espère qu'on n'a rien oublié, il reste 10 minutes pour les dire. Oui, écoutez... Non, le rôle de l'Allemagne qui a été très important, je dirais. Paradoxalement, c'est les Allemands de cette époque qui m'ont... Parce que moi, j'étais gagné par l'idéologie, vers l'idéologie de gauche, contre l'Église, contre la nation, contre tout ça. Et c'est les Allemands de cette époque qui, me disant l'estime qu'ils avaient pour la France, m'ont réconcilié avec mon pays. C'est ça le paradoxe. C'est une belle chose. Hein, ça, c'est le paradoxe. Et c'était une Allemagne humaniste avec laquelle j'ai eu des rapports. J'ai enseigné là-bas,
j'avais un très bon rapport. Et là, j'ai l'impression que c'est plus la même Allemagne. C'est une Allemagne qui veut reprendre le pouvoir. C'est l'Allemagne d'après la réunification aussi. Voilà, oui Vous aussi, mais l'avez connue avant. oui, mais en même temps, L'Allemagne c'était de Bonn est une Allemagne, bonne Allemagne. une bonne Allemagne parce qu'elle est proche de la France finalement. Voilà, mais aussi, ils avaient été amenés à remettre en cause un certain nombre de choses, alors que là, ils veulent rattraper. On voit bien comment euh, l'Allemagne lutte contre la France au niveau de la production électrique. Oui, c'est terrible. Il y a vraiment. Et alors, Ils ont fait évidemment, quand même les mauvais choix. non, mais Ils ont- surtout, ils veulent ont- détruire la concurrence par des règlements ineptes, iniques. Et Macron accepte ça alors qu'il pourrait casser les vitres, hein. Mais comme il rêve d'être quelqu'un le d'important, président de l'Europe. il est prêt à offrir la France en cadeau pour sa propre carrière. Et je dirais l'Allemagne s'approche du quatrième Reich. Et d'ailleurs, Oula, le quatrième Reich, c'est pas forcément Hitler, hein, c'est le le premier et le deuxième, oui. C'est le Saint-Empire romain germanique, sauf que cet empire n'est pas saint ni romain, mais germanique. Et alors, je pense qu'on va vers ça. D'ailleurs, récemment, Avec les 10 pays de l'Est, ce qu'on appelait les pays de l'Est. qui était, oui, pas pour l'instant, les pays de l'Est prennent leur liberté, hein, la Hongrie et la Slovaquie. Bon, la Pologne se laisse embringuer avec les pays Par les baltes dans États-Unis. une hystérie anti-russe qui sera perdante. Parce qu'actuellement, les Russes gagnent la guerre, ils l'ont gagnée depuis le début, et ils la gagnent tous les jours. Tous les jours, l'armée russe progresse, et tout ce qu'on raconte, c'est du baratin. Alors, on n'est pas informé parce que on n'a pas. Il y a un blocage complètement des informations. Si on veut savoir ce qui se passe là-bas, il y a les médias russes ou certains médias anglo-saxons. En France, on ne sait rien, il n'y a que la. Alors vous ne parlez pas le russe, Non, mais contrairement à votre rêve d'enfant, Oui, non, je suis. dont vous nous parliez tout à l'heure. Oui, mais je suis par exemple les informations de Xavier Moreau, qui est lui Oui. franco-russe. Oui, Et puis alors, il y a des gens même à Radio Courtoisie, c'est très partagé. C'est très partagé. Mais certains commentateurs vont chercher leurs informations soit chez les Russes, soit parce qu'ils parlent russe, soit par les médias anglophones des Russes, soit chez les anglophones. Enfin bon, c'est un détail. Mais c'est le quatrième Reich, et là récemment, Merz vous pensez qu'une grande Allemagne est en train de naître? une Allemagne dominante qui Et dont la domination portera sur la France aussi. Ben, bien sûr, en fait, on découvre que la baisser la France est une. On découvre ce que je n'ai pas vu au début et qui n'était pas le cas quand j'allais là-bas, c'est que la France doit être ramenée à un rôle de vassal. Et le fait que la France avait une électricité pas chère, il fallait détruire cet avantage de l'industrie française pour pouvoir. Et alors, effectivement, avec les gouvernants français, c'est-à-dire à partir de Hollande, Macron, etc., le gouvernement français collabore à la destruction de la France. Et il se trouve que le mot est bienvenu, lourd, mais qu'il est bienvenu. Oui. Et voilà, et donc. Alors moi, je continue à aimer l'allemand. L'allemand reste ma langue préférée. Enfin non, après le français, bien sûr. Et entre-temps... Et alors, quelle est la grandeur de la langue française, pour terminer sur un ton très Radio Courtoisie, puisque Radio Courtoisie est la radio de la langue française? Mais étant dedans, on a du mal à en sortir, autrement que par des dithyrambes. Mais je dirais, on dit souvent à juste Alors, titre. je n'aime pas les dithyrambes sur la francophonie, moi, personnellement. À juste titre, c'est une langue marquée par la précision et par l'élégance. Et je vois par exemple l'allemand. Bon, moi je suis fasciné par l'allemand, par la syntaxe allemande. Mais ça n'a pas la fluidité, l'élégance et la précision du français, a fortiori pas l'anglais, qui est toujours... C'est une des forces de l'anglais, c'est d'être toujours entre les deux. Les Allemands, c'est... L'allemand est une langue
précise mais difficile. Alors que le français essaye d'être clair, précis. Madame de Staël disait un, un Allemand, non, un Français sait encore parler lors même qu'il n'a rien à dire. Un Allemand en a toujours plus dans sa tête qu'il n'en peut exprimer. Oui, c'est très juste. Alors oui, c'est un petit peu minimisant pour les Français, parce que c'est pas que du... C'est pas de la force du français, c'est pas la rhétorique, c'est la précision. Moi, je suis un classique, et quand j'écris, on me dit c'est un peu difficile. Je dis non, si tu lis mon texte, la difficulté, c'est que chaque phrase, je dis quelque chose.